Je m'appelle Yves Cumunel. Mes carrières professionnelles sont derrière moi. J'ai accompagné mon épouse Lise dans la maladie neurocognitive jusqu'aux derniers instants. Il y a plusieurs années, je voyais qu'elle avait de petites perturbations de comportement. Elle ralentissait. Elle faisait des mouvements de plus en plus lentement. Oh, ce n'était pas grave. Pendant quelques minutes, elle était absente, les yeux dans le vague. Un mot, un geste la ramenait au présent. Jusqu'au jour où, il y a 5 ans, sur le conseil d'un ami infirmier, Lise a accepté de consulter un neurologue. Calmement, comme une évidence, il prononça les mots fatidiques. Elle souffrait d'une maladie dégénérative du cerveau. Cette maladie est irréversible, il n'y a aucun traitement possible et impossible de donner un pronostic quant à l'issue. Nous sommes sortis du cabinet choqués. Que nous réservait l'avenir? Comment allons-nous vivre ensemble? Comment profiter encore de nos jours qui sont comptés? Nous avons décidé de vivre normalement, c'est-à-dire que nous continuons nos activités le plus naturellement possible. Nous refusions de nommer la maladie. Le terme dégénérescence cognitive était largement suffisant. Les mots Alzheimer, Parkinson ou corps de Lévy sont trop chargés de fantasmes, d'autant plus qu'ils sont souvent précédés du mot démence. Médicalement, cette qualification a une signification précise. Pour le néophyte que nous sommes, la démence est associée à l'asile psychiatrique. Il suffit de fermer les yeux pour que les images les plus sordides apparaissent, issues de la culture cinématographique, entretenues par un flot de croyances. Nous avons peur de l'asile. Non, à nos 4 yeux, Lise est malade. Au début, légèrement. Elle n'est pas démente. Elle a des difficultés physiques. Parfois, elle n'a pas toute sa tête. Mais elle est consciente. Et elle sera consciente jusqu'aux dernières heures. Depuis longtemps, j'ai observé que les sens des mots commandent mes comportements. Il existe une relation étroite entre la pensée, la signification des mots et l'état physiologique. Le corps incarne la pensée. Il exécute le programme caché dans le mot. Le choix des paroles, les images associées, le rythme, les intonations, les discours intérieurs, les histoires que je me raconte en boucle, tout cet ensemble façonne mon corps et ma façon de vivre. Là est le socle fondamental de mon accompagnement. Donc, Lise souffrait d'une maladie dégénérative. En disant cela, je donnais la possibilité de continuer nos activités quotidiennes. Nous avions seulement la nécessité de les ajuster à ses capacités déclinantes. Ainsi, nos promenades se raccourcissaient. Au début, nous prenions plaisir de marcher tranquillement, 1 heure ou 2. Peu à peu, nous allions moins loin. La difficulté de marcher prenait le dessus pour se limiter à quelques pas dans la maison. Nous participions autant que possible aux événements publics. Nous allions en vacances dans des clubs. Les personnes que nous rencontrions regardaient. Elles croisaient une personne ayant des difficultés et souvent proposaient leur aide. Mon monde mental crée ma perception de mon environnement. Je ne voyais pas Lise comme une grande malade. Je la voyais comme une personne qui a des difficultés. Une personne qui vit au mieux de ses handicaps. Je l'ai accompagnée pendant toutes ces années. Et je préfère le terme accompagner au terme aider. J'ai été surpris de percevoir la violence au cœur de l'aide. En aidant, je me considère avoir des qualités supérieures à l'état de l'aider. Je sais que mes propos peuvent paraître contestables, et ils le sont contestés par certains. Pourtant, j'observais que lorsque j'aidais, je prenais le pouvoir sur elle. Bien sûr, cette prise de pouvoir était bienveillante, voire aimante. Il n'empêche, je décidais pour elle, en imposant mon jugement de ce qui était bien et bon pour elle. Je ne prenais pas la précaution de lui demander son accord. Dans mon énergie de mal, je la dépouillais un peu plus de sa dignité, de sa personne. L'accompagner signifie que je la voyais comme une personne entière, responsable de sa vie, avec des handicaps de plus en plus importants. Je m'efforçais de respecter ses choix. Je l'accompagnais sur son chemin de vie. Je mettais de côté mes jugements, mes a priori. Enfin, du moins, j'essayais. Je refoulais mes désirs de l'aider. Je réfrénais mes envies de venir à son secours, de la sauver. Je refusais de jouer le rôle de sauveur. Pour vivre au mieux, il m'arrivait de personnifier la maladie. Celle-ci s'était immiscée dans notre couple, sorte de 3e personnage encombrant qui s'est imposé au fur et à mesure. Par cet artifice, je pouvais garder le lien privilégié avec Lise et exprimer mon affection à sa personne, alourdie et encombrée par ce personnage qu'elle portait. À première vue, la nuance est subtile entre aider et accompagner. Dans notre histoire, nous avons vécu sa déchéance physique et mentale comme une aventure. Nous ne subissions pas la maladie. Elle s'inscrivait comme un élément de notre cadre familier, de plus en
plus imposant et aussi mortel. L'une des dimensions de l'accompagnement est de prendre soin. Lorsque nous traversions les Cévennes à pied en itinérant à travers les campagnes et les montagnes, je prenais garde au parcours, je calculais les étapes, je choisissais les tracés qui étaient à sa portée. Il y a peu, j'ai compris la dimension des fonctions que j'exerçais spontanément. Ça s'appelle Care Manager en américain. J'assurais l'organisation matérielle pour qu'elle soit confortable. L'entretien de la maison, la cuisine, les auxiliaires de vie, faire sa toilette, prodiguer les soins urgents, des infirmières, la visite du médecin, les encouragements des amis. De moins en moins souvent, venait-il. Le danger de l'accompagnement est que nos chemins de vie fusionnent. Je ressentais les souffrances grandissantes. Je vibrais à son diapason. Mes douleurs étaient des échos de ce qu'elle vivait. Les derniers jours, c'était insupportable. Alors pour mettre un terme à sa souffrance, l'idée d'être ensemble jusqu'au dernier moment était de plus en plus forte. Franchir la ligne ensemble. Cette solution mettrait un terme à ma souffrance grandissante, devenue intolérable. Et quand je ressentais cette pulsion de mort en moi, je m'arrêtais et je l'examinais. Je pénétrais alors dans un univers de croyances entretenues par notre culture occidentale. Tristan et Iseux, Roméo et Juliette, et dernièrement le film Amour avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. Mourir pour amour et par amour. Nous avions conscience tous les deux de l'échéance qui se précisait de jour en jour, sa mort. Le plus difficile pour moi fut de faire chaque soir le constat que Liselotte n'était plus tout à fait la même qu'hier. Il me fallait réinventer une relation avec la nouvelle personne qui apparaissait. Il me fallait faire le deuil des traits de caractère pour la reconnaître telle qu'elle était en cet instant. J'ai appris qu'aider est dangereux. 60% des proches aidants sont exposés à un risque de surmortalité dans les 3 ans qui suivent le début de la maladie et qu'un aidant sur 3 meurt avant son aidé. Nous avons eu la chance et la sagesse de vivre ces dernières années comme une aventure. Nous nous sommes offerts le meilleur de nous-mêmes. Nous avons pris le temps de lâcher les scories qui encombrent toute relation de couple pour nous découvrir dans notre beauté essentielle. Quelle que soit votre situation, quel que soit l'état du malade, quel que soit l'épuisement, vous pouvez vous redresser. Vous pouvez vous transformer pour offrir un cadeau inestimable à l'aider qui part. Une relation d'amour rénovée, vivante et inconditionnelle. Si mon message résonne en vous, si vous avez le courage d'aimer sans condition, je peux vous accompagner à transformer votre vision. Je vous invite à adhérer à mon groupe Facebook. Merci.